Bonjour à tous, bienvenue sur FinIdea, la première plateforme qui recommande les parcours professionnels vers la finance. Notre série podcast vous fait découvrir les coulisses des métiers de la finance. Et aujourd'hui, on va découvrir le métier de l'audit et de contrôle financier dans la fonction publique. Veuillez accueillir Madame Do Ven Thiang, l'inspectrice principale des finances publiques et auditrice à la mission départementale des risques et audits. Avec plus de 13 ans d'expérience dans le métier, Ven Thiang nous apporte une vision d'une experte absolue. Bonjour Ven Thiang, bienvenue dans FinIdea. Tu es prête à nous dévoiler les coulisses du monde des finances publiques? Bonjour Ma et bonjour à tous. Merci de m'avoir donné l'occasion d'être là aujourd'hui pour vous parler du monde de la finance publique. J'espère qu'après ce podcast, vous avez une vision différente de ce monde et ça vous donne envie d'y aller. Alors Ven Thiang, selon ton CV, je trouve que c'est un peu la to-do list parfaite pour bosser dans la finance publique. Master en compta audit à la Sorbonne et enfin l'ENFIP, la Big École de la finance publique. Déjà, beaucoup de respect. Mais dis-moi, est-ce que tu savais dès le début que tu finirais dans la fonction publique ou c'est un peu le hasard de la vie? Honnêtement, ce n'était pas mon but initial de rentrer dans la fonction publique. Mon parcours professionnel a été bâti sur un hasard total. Je voulais initialement rentrer dans le monde des finances privées, donc tout ce qui est banque, assurance, mais finalement j'ai atterri en comptabilité. Puis je continue cette voie pour être stagiaire expert comptable et enfin j'ai décidé de changer de côté de la balance pour intégrer la fonction publique. Comment était la préparation du concours pour entrer dans l'école de la finance publique? C'était une préparation intensive pendant un mois. À l'époque, j'ai préparé 2 concours en même temps, le concours A pour les inspecteurs et le concours B pour les contrôleurs. Ce qui est bien, c'est que les matières sont quasiment les mêmes pour les deux, que ce soit pour les écrits ou les oraux. Donc, je me suis dit une pierre deux coups. La matière principale est la note de synthèse et la matière optionnelle, en ce qui me concerne, c'est la gestion comptable et l'analyse financière. Comme j'ai un parcours approfondi en comptabilité, je suis un peu privilégiée pour cette matière. Ce qui est plus compliqué, c'est la note de synthèse et les oraux. Pour la note, je devais apprendre à gérer le temps parce qu'il faut compter à peu près 4 heures d'examen. Et pour les oraux, il fallait apprendre à gérer le stress et à connaître un minima le monde de la DGFiP. Donc j'ai beaucoup recherché, j'ai beaucoup documenté et j'ai fait également des entraînements dans un temps limité, surtout pour les écrits, parce qu'il faut vraiment rentrer dans les clous des 4 heures. Donc voilà, tous ces entraînements, c'est justement pour m'habituer à ces différentes circonstances. C'est super ce que tu viens de nous partager. Du coup, ton parcours scolaire a l'air super bien calé. Mais au final, est-ce que ça t'a vraiment préparé à la réalité du terrain? Il y a les surprises qui arrivent dans le monde du travail. En fait, le master CCA, donc comptabilité et contrôle audit à la Sorbonne, m'a apporté beaucoup de connaissances pour bien capter les missions sur le terrain. Toutefois, en pratique, j'ai mal vécu une fois au sein du cabinet d'expertise comptable qui m'a manqué à l'époque. C'était de la méthodologie. Entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu as mis en pratique, il y a le chemin de la méthodologie que tu dois appréhender, t'enrichir sur le tas et une fois que tu as compris la méthode, tout se passe plutôt bien. Je vais vous donner un exemple tout bête. Quand on vous apprend à l'école que le compte 4 est la dette restante, du coup, quand j'ai commencé ma première mission de révision des comptes au sein du cabinet d'expertise, je ne sais toujours pas exactement ce que ça veut dire. Donc, finalement, une fois que j'ai classé les bordereaux des organismes par ordre chronologique et j'ai cadré avec les prélèvements ou les paiements, c'est là où j'ai compris. Ah oui, la dette restante de l'année doit être celle de décembre ou du dernier trimestre. Donc en fait, c'est plus parlant en pratiquant qu'en suivant juste de la théorie de l'école. Entre nous, c'est qui le plus stressé? Être auditeur en cabinet ou inspecteur des finances publiques? Pour moi, que ce soit les auditeurs en cabinet ou les inspecteurs des finances publiques, le stress existe dans chaque métier, mais il est différent. Les auditeurs en cabinet ont le stress de fin d'année et lors des campagnes de clôture des comptes. Ce stress est lié au délai à tenir par rapport à la volumétrie des dossiers, mais aussi aux résultats rendus, ce qui est traduit par les rapports des commissaires aux comptes. Dans la fonction publique, j'ai fait plusieurs métiers: contrôle interne des comptes de l'État, maîtrise d'ouvrage interministérielle, et maintenant c'est l'auditrice départementale. Donc dans chaque fonction, le stress se diffère. Pour la première mission, le stress
est lié à la clôture comptable, car on est tenu par le délai imposé par la Cour des comptes. Pour le deuxième métier, en tant que maîtrise d'ouvrage, le stress est lié au deadline des projets, afin de tout sécuriser avant la mise en production. Toutefois, j'ai la main dessus, et contrairement à mon premier poste. Et pour le dernier, le stress est lié aux différentes attentes des parties prenantes, mais aussi de tes exigences personnelles. En fait, c'est ce que tu poses comme question. Jusqu'où tu peux aller dans ta mission d'audit? Donc, en fait, le stress existe, que ce soit dans le privé ou dans le public. Mais dans le public, on prend en compte l'humain, ce qui n'est pas forcément le cas dans le privé. La qualité de vie au travail n'est pas comparable. Par exemple, j'ai remarqué dans le privé, les réunions sont plutôt imposées sans tenir compte des contraintes des personnes et des membres de l'équipe. Ce n'est pas forcément le cas dans mes fonctions à la DGFiP. On essaie de prendre en compte les agendas du team. Aussi, c'est rare qu'on planifie des réunions importantes sur les journées du mercredi, car c'est un jour où il y a plusieurs agents en temps partiel. Merci Vientiane pour ce partage. On a pu faire un tour sur ton parcours professionnel et académique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus sur ton métier au cœur des finances publiques. Aujourd'hui, tu es inspectrice principale des finances publiques et auditrice. Ça claque sur un CV. Mais concrètement, comment est ton quotidien? Est-ce que tu passes tes journées à traquer les anomalies dans les comptes ou il y a d'autres tâches? Traquer, c'est un grand mot. Rassurez-vous, je ne traque et je ne flique personne. Que ce soit l'audit interne, donc nos propres services à la DGFiP, ou externe, les établissements externes de la DGFiP, le déroulement des missions est le même au quotidien. Il consiste à intervenir dans les structures pour observer leur organisation interne, leur fonctionnement et la tenue de la comptabilité, constater les forces et repérer les faiblesses de chaque structure, établir par la suite des recommandations pour la structure concernée dans le but de l'aider à améliorer ses performances. Donc en fait, chaque audit aboutit à un rapport et à une présentation devant les parties concernées, un peu comme dans le privé, les présentations devant les associés ou les entreprises. Donc en fait, le but d'une team est d'accompagner ces structures à s'améliorer en construisant un plan d'action ensemble. Rassurez-vous, l'auditeur n'est pas là pour traquer les audités, mais pour apporter un œil neuf et pour les aider en cas de difficulté. Ah bah c'est super. Et du coup, entre les différentes missions que tu as pu effectuer, quel est ton meilleur souvenir? Tu peux aussi nous partager un peu sur les compétences en hard skills et en soft skills nécessaires pour réussir dans ce poste? Alors, c'est difficile de dire quel est mon meilleur souvenir. Chaque mission m'apporte des enseignements divers et variés. Mais s'il faut choisir, je pense que c'était plutôt la mission au service du contrôle interne des comptes de l'État que j'ai exercé en tant qu'inspectrice lors de la crise Covid. Ce n'était pas évident d'avoir des échanges avec toute l'équipe à distance. Mais bon, le principal, c'est qu'on y était arrivé. À ce moment-là, on a travaillé tous de chez soi, vu le contexte un petit peu difficile. Et on est resté jusqu'à pas d'heure pour clôturer des comptes. Malgré la fatigue, le stress, mais l'équipe est restée soudée et a tenu jusqu'au bout. Et quand le feu vert est donné pour qu'on boucle les opérations, c'est là où nous avons tous soufflé. Une légère fierté est montée. J'étais fière de mon équipe, fière de ce qu'on a accompli ensemble malgré les circonstances. Donc, si je dois dire quelles sont les compétences en hard skills et en soft skills, c'est plutôt, alors déjà, la connaissance de la matière. Les connaissances en comptabilité sont nécessaires pour pouvoir justement accomplir les opérations de clôture des comptes, mais aussi tout ce qui est de la rigueur, la vigilance, la réactivité et surtout, selon moi, c'est le sens de communication relationnelle. Génial. Alors, on va passer maintenant à un sujet assez intéressant à ce moment, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Où sont nos experts futurs de la finance publique? On est d'accord qu'en ce moment, la finance publique a un petit souci de main-d'œuvre. 902 postes ouverts en fin 2024, dont 46 pour les cadres, 348 pour les agents de catégorie B et 508 pour les agents de catégorie C. Bref, c'est l'heure de recrutement XXL. Et pourquoi, selon toi, c'est si dur d'attirer du monde dans la fonction publique aujourd'hui? Est-ce qu'il manque de glamour ou peur des tampons administratifs? Et surtout, pourquoi les jeunes devraient se lancer dans ce secteur?
Alors pour être plus précis, ça fait quelques années que la DGFiP recrute en masse, plus de 800 en 2023 pour la catégorie A, plus de 1100 pour la catégorie B et plus de 880 pour la catégorie C. Donc en fait, ces chiffres s'expliquent par les grosses vagues de départ à la retraite ces dernières années. Alors qu'à mon époque, en 2017, seulement environ 170 postes pour la catégorie A. Donc au contraire de ce que vous pouvez penser, la fonction publique est de plus en plus attractive pour les actifs. Je connais des collègues qui ont quitté les Big Four, donc Deloitte, EY, pour rentrer dans la fonction publique. Vous vous doutez que ce n'est pas une raison financière. La fonction publique vous ouvre plein de portes que vous ne pouvez pas imaginer. De l'extérieur, à mon époque, je croyais que la DGFiP était strictement liée aux vérifications d'impôts. Mais non, en intégrant la maison, j'ai découvert plein de choses intéressantes. C'est un monde unique qui vous offre un panel de métiers très large et qui vous permet d'avoir des ouvertures vers d'autres ministères. Je m'explique. En ce qui me concerne, avec un master CCA, si dans le privé, je ne peux que travailler dans le domaine des chiffres, donc ce qui est cabinet, entreprise, banque, tant que ça reste dans le secteur privé, financier. Mais dans la fonction publique, je peux intégrer les services RH, les services informatiques en tant que maîtrise d'ouvrage, ou encore je peux aller dans les fonctions transverses, par exemple tout ce qui est logistique, communication. Donc ce n'est pas le cas dans le privé, sauf si vous faites une reconversion. Et pour les jeunes, plus tôt ils rentrent dans la fonction publique, plus vite ils accèdent aux différents postes intéressants à responsabilité. Donc c'est un environnement très riche qui peut leur apporter beaucoup de bénéfices en y intégrant. C'est très intéressant ce que tu viens de nous partager. Et à ton avis, est-ce que la fonction publique est un domaine accessible aux jeunes diplômés ou aux personnes en reconversion? Comme je disais tout à l'heure, donc en fait, la finance publique est un domaine accessible à tous, peu importe votre âge, votre sexe, votre spécialité. Et d'ailleurs, je connais des profs qui ont quitté l'éducation nationale pour intégrer la DGFiP. Donc, si je peux dire, tout est possible. Dis-nous franchement, si je suis un jeune qui hésite entre la finance publique et la finance privée, qu'est-ce qui pourrait me convaincre de choisir ton camp? J'ai passé par là, donc je vais plutôt te dire ce qui m'a poussé à intégrer la fonction publique. Il y a deux principales raisons pour cela. La première chose, c'est que la qualité de vie professionnelle et personnelle, c'est incomparable. En intégrant la fonction publique, je me retrouve plus en équilibre. J'ai plus d'autonomie dans la gestion de mon emploi du temps au quotidien. D'ailleurs, comme vous le savez tous, dans la fonction publique, on a autant de congés que dans le secteur bancaire ou assurance. Donc, ça me permet d'avoir plus de temps à consacrer à ma famille. La deuxième raison, c'est la diversité des métiers. J'ai traversé différents métiers depuis mon intégration et dans chaque métier, j'étais accompagnée par les parcours de formation. Donc, je ne me sens pas du tout perdue. Maintenant, on va attaquer la troisième partie de notre podcast au sujet de l'intelligence artificielle en finance publique. Alors, ça, c'est un très gros sujet du moment et on sait que l'IA prend de plus en plus de place en audit et en finance. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, ton job sera fait par un algorithme? C'est vrai qu'on est dans l'ère du numérique et on a toujours peur qu'un jour on sera remplacé par les robots. Personnellement, je n'ai pas cette crainte. L'IA est là pour nous aider à mener nos missions de manière plus efficiente. Elle nous aide à économiser le temps sur les contrôles chronophages pour détecter au plus vite des zones de risque. Elle est plus forte que l'humain pour les croisements de données, les automatisations de contrôle. Mais l'expertise du métier, le recul ou l'ajustement des variables sont des choses que l'IA ne peut pas nous remplacer. Certains types de tâches est plus ou moins plus compliqué à être remplacé par l'IA, par exemple la prise de hauteur ou le regard croisé sur des situations complexes entre plusieurs applicatifs. Pour moi, ce sera quand même difficile de remplacer cette tâche par l'IA. Et du coup, toi, tu bosses avec les outils type data analytics et automatisation. Ça simplifie ta vie ou ça rajoute juste du stress en mode ça va falloir se mettre à jour tous les 6 mois? Honnêtement, les outils type data analytics me facilitent la vie au quotidien. J'ai l'habitude de travailler énormément sur les fichiers Excel ou sur un logiciel équivalent spécifique pour mener des contrôles sur des milliards de lignes. Parce qu'on brasse quand même beaucoup de chiffres et de données. Sans l'outil, sans les macros, ce serait très long.
À mon avis, on est dans l'ère du numérique, il faut qu'on s'adapte et se mette à jour constamment aux outils pour ne pas être perdu. D'autant plus qu'à la DGFIP, nous avons un panel de formation très large si on souhaite. Par exemple, pour le SQL ou les langages de développement comme du Java. Donc, ça dépend de la personnalité des gens. Mais pour quelqu'un qui aime l'informatique, comme moi, pas de stress avec l'arrivée des nouveaux outils. Alors, on est arrivé à la fin de notre podcast. On va attaquer maintenant la dernière partie, les conseils en or pour la recherche d'emploi de ta part. Est-ce que tu peux nous partager tes astuces pour trouver ton premier stage ou ton premier emploi? Il s'agit d'un cadeau exclusif de Finadir de la part de notre invitée précieuse. Alors, j'ai trouvé mon premier stage grâce à LinkedIn. Malgré l'inscription sur les sites Cadre Emploi, Alerte Emploi, Alerte Job, LinkedIn reste quand même le réseau le plus performant pour trouver un stage ou un premier emploi à mon avis. Il faut faire très attention sur la construction de notre profil sur ce réseau. Il faut le mettre constamment à jour et il ne faut pas hésiter de mettre une annonce de recherche d'emploi en cas de besoin. Imagine que je suis une jeune motivée qui veut rejoindre la finance publique. C'est quoi le conseil que tu me donnes pour y arriver? Un seul conseil que je peux te donner, c'est sois toi-même et reste motivé. C'est la clé de toute réussite, mis à part ta formation initiale. Puisque pour entrer dans la fonction publique, on doit traverser les mêmes obstacles. Ce sont les matières écrites et on doit confronter aux mêmes défis, c'est le stress. Donc en fait, les candidats externes doivent tous réviser les mêmes matières et appréhender la culture administrative. Peut-être certains vont avoir plus de facilité que d'autres, mais la seule chose qui vous départage, c'est votre personnalité, votre motivation et votre ténacité. Et crois-moi, tout arrive à temps à ceux qui savent attendre. En fait, tu nous as parlé aussi des entretiens oraux durant ton concours. Est-ce que tu peux nous partager comment tu l'as pu le préparer? Oui, en fait, il y a des entretiens oraux dans tous les concours de la fonction publique, peu importe quel niveau, quel grade. Et pour moi, c'est le meilleur moment pour vous affirmer et pour exposer votre personnalité, même si ce n'est pas une phase évidente pour tout le monde, notamment pour moi. Pour le préparer, il faut s'entraîner en passant plein d'euros blancs et le mieux, c'est d'être accompagné par les sachants de ce domaine. Pour moi, être un bon orateur, c'est un art. Ça demande beaucoup de pratique. Et pour cela, je pense que l'équipe FinIDEA pourra très bien vous aider grâce au savoir des membres de son équipe, à travers leurs services de coaching, qui ont fait preuve d'ailleurs de succès pour plusieurs jeunes actifs jusqu'à présent. Je n'ai pas eu cette chance à mon époque, car je n'en ai pas eu de connaissances. Donc mon meilleur copain à ce moment-là, c'était mon miroir. Donc c'est avec lui que j'ai réussi. Mais mis à part l'entraînement, comme pour tout métier, il faut savoir pourquoi vous voulez intégrer ce service. Il faut bien étudier son environnement, ses spécificités, et au moment des échanges, soyez honnête avec vous-même et avec le jury. Excellent. Si tu pouvais donner un seul conseil à ton toi du début de carrière, ce sera quoi? Au début de ma carrière, j'ai été un peu maladroite dans le relationnel. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'ai perdu contact avec certaines personnes qu'au final, j'ai adoré travailler avec. Donc, le manque de relationnel et la franchise de mon caractère ne m'ont pas aidé au début. Mais ça, je dirais que tu mûris avec le temps. Le relationnel, ça s'apprend au fil des années. Et sans cette faute du début de carrière, je ne pourrais pas être moi-même aujourd'hui. Donc, en fait, tous les échecs sont bons à garder et ils te forgent pour devenir plus fort. Merci mille fois, Bentiang, d'avoir partagé ton expérience avec nous. On a découvert que derrière les audits et les comptes publics, il y a du challenge, de l'analyse, d'un équilibre de vie pro-privée. Et que même si l'application de l'IA devient de plus en plus standard, il y en a encore beaucoup d'autres opportunités à saisir pour ceux qui osent. Chef Fader, notre podcast arrive à sa fin. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le à votre entourage. Et s'il y a d'autres métiers dans la finance qui vous intéressent, laissez-nous un commentaire. À très vite pour un nouvel épisode de FinIDEA.